Voilà dans la 9e séquence de cette étude de cas que nous revisitons à partir d'une publication proposée en 1972 par Narcy et Renaud à propos de la formulation d'un détergent. Alors on vient de passer une longue séquence, plus de 45 minutes, consacrée à l'analyse statistique. Alors cette durée est justifiée parce qu'elle a permis d'introduire plusieurs analyses possibles, en particulier l'utilisation des transformations de Box-Cox, ce qui n'avait pas été le cas à l'époque de la publication, peut-être par méconnaissance, mais surtout par impossibilité d'automatiser des calculs très facilement. Alors regardons comment on peut restituer l'équation du modèle dont je vous ai dit qu'il ne fallait pas interpréter directement les coefficients, mais il va falloir dessiner. Et donc nous sommes arrivés dans la partie analyse graphique où nous allons voir la représentation de courbes iso-réponses et puis une autre méthode qui est la construction de la trace de la surface de réponse. Alors commençons par la cerise sur le gâteau, c'est souvent ce qu'on aime montrer parce que souvent on fait des jolis dessins. Nous sommes partis d'une campagne expérimentale dans un domaine qui était un simplex, donc qui est finalement une figure plane limitée par 3 sommets. Cette figure a été maillée régulièrement à l'aide de la méthode du simplex lattice proposée par Scheffé. Elle a été découpée en 15 mélanges que vous voyez apparaître par des points rouges, et pour chacun de ces mélanges, on a réalisé des mesures de viscosité, des mesures d'un indicateur qui s'appelle le ClearPoint. On a fabriqué un modèle mathématique. Les auteurs n'ont retenu que la forme quartique, donc le modèle polynomial de degré 4, et donc on va essayer de dessiner ce modèle à partir des points et de l'équation que l'on a obtenue. Voilà la forme canonique. Alors on connaît les coefficients. Eh bien, voilà comment en 1972 les auteurs restituaient l'information. Eh bien, on prenait du papier millimétré, qui en l'occurrence est un diagramme ternaire, du papier triangulaire, et ensuite, point par point, on venait reparter ce que vous appelez, pour les gens qui font de la randonnée, des lignes de niveau. Quand vous vous promenez le long d'une ligne, eh bien, vous vous promenez le long d'une courbe d'iso-viscosité. D'après le modèle, les points ont la même viscosité. Alors, tout ça est pour vous montrer que le pragmatisme proposé par Henri Scheffé en 1968 était complètement d'actualité à une époque où on ne disposait pas d'ordinateurs qui pouvaient représenter en couleur, modéliser l'ombre et la lumière sur une surface de réponse. On se débrouillait à la main et on y arrivait. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas aujourd'hui, aidé, vous le voyez ici, par une solution informatique. On va comparer les deux juste après pour voir si finalement les auteurs ne s'étaient pas beaucoup trompés. Donc c'est une solution ici qui est issue du logiciel Minitab. On a découpé la variation de la viscosité. Je vous rappelle qu'elle varie grandement, jusqu'à plus de 1630 centipoises, par bande de 50 centipoises jusqu'à 550. Vous voyez la bande verte entre 50 et 100 centipoises, entre 100 et 150 centipoises. On passe dans des bandes ensuite plutôt blanches et puis qui vont virer petit à petit vers le rouge, vers les valeurs les plus élevées qui permettent de voir comment varie, à l'aide d'un modèle de degré 4, la variation de la viscosité. Et donc si vous rapprochez les deux graphiques, vous apercevez que, après tout, les auteurs n'avaient pas été si mauvais que ça sans le logiciel en 1972. Alors c'est le côté historique, mais néanmoins intéressant pour se dire que même si on n'a pas d'ordinateur, ou si on n'avait pas d'ordinateur, il y a quand même des gens qui ont utilisé depuis très longtemps ces méthodes, et n'hésitez pas à utiliser aujourd'hui des solutions informatiques qui vont, là il faut le reconnaître, grandement vous faciliter la tâche. Alors, pour la réponse ClearPoint, qui est exprimée en degrés Celsius, eh bien, là encore, les auteurs avaient retenu la forme quartique, donc le polynôme de degré 4, et donc voilà comment se restituent les courbes iso-réponses. Alors je vous rappelle que les fluctuations sont un peu plus tortueuses par rapport à la viscosité, donc on voit des graphes de contour un peu particuliers. La partie que vous voyez plutôt à droite, là qui a l'air grisée ou du moins
maintenant un peu obscurcie, c'est la zone où cet indicateur est inférieur à 5 degrés. Si vous rapprochez les valeurs numériques du dessin, c'est ce qu'on voit. Je vous rappelle que plus petit que 5 degrés, ça faisait partie des contraintes d'optimisation pour cette réponse. Si vous vous rapprochez maintenant d'une solution informatique actuelle, ici encore proposée par Minitab, mais nous présenterons d'autres solutions informatiques dédiées, eh bien on retrouve cette zone où l'indicateur ClearPoint, la réponse ClearPoint est plus petite que 5 degrés. Quand vous rapprochez les deux, bien finalement les auteurs s'étaient pas trop mal débrouillés en 1972. Alors, je vais revenir sur un détail qui vous a peut-être échappé dans les séquences précédentes. À un moment, j'ai dit, si nous avions de l'argent, on pourrait mailler aussi finement que l'on désirerait ce domaine expérimental. On pourrait même faire plus de 5000 mélanges à l'intérieur. Eh bien, je vais vous proposer d'utiliser les réseaux de Sheffer pour construire, ceux qui n'ont pas de solution informatique dédiée peuvent le faire avec un tableur. Eh bien, je m'en vais dans ce domaine expérimental, isoler, non pas 15 mélanges comme l'ont fait les auteurs dans la publication, mais je vais en isoler très exactement un peu plus de 5151 de mémoire. Je vais en effet choisir un pas de découpage, un pas de maillage qui n'est pas égal à 2, à 3 ou à 4, qui va être égal à 100. Donc les proportions vont varier dans un ensemble qui va de 0 à 1 avec un pas de 1%. Et si vous appliquez la formule de combinaison qui fait intervenir des factoriels, eh bien nous allons obtenir 5151 nœuds de maillage avec un réseau lattice entre accolades 3,100. Si vous le dessinez, voilà les 5151 mélanges. Alors naturellement, je vous rassure, je ne vais pas refaire tous ces mélanges. Non, pour chacun de ces points bleus, je m'en vais calculer à l'aide de l'équation du modèle. Je peux le faire pour un modèle de degré 2, de degré 3, de degré 4. Ici, je vais reprendre le degré 4 pour pouvoir arriver à la conclusion des auteurs. Je m'en vais pour chacun de ces mélanges bleus, enfin représentés en bleu dans le diagramme ternaire, je m'en vais calculer la réponse. Et je m'en vais pouvoir colorier le point en rouge s'il ne respecte pas la contrainte d'optimisation, et en vert si je suis dans la zone 180 à 200 centipoises. C'est ce que j'ai représenté ici. Donc je vous ai remis un petit encadré issu de la publication des auteurs, vous rappelant que ce serait pas mal que la valeur de ClearPoint soit inférieure à 5% et que la viscosité soit une viscosité comprise entre 180 et 200 centipoises. Et donc j'ai activé l'équation mathématique du modèle de degré 4 sur chacun des points, j'ai calculé donc la viscosité. Je répète qu'ici, je n'ai fait aucune transformation. Et si la viscosité s'avère comprise dans l'intervalle 180-200, je colorie le point en vert, sinon il reste en rouge. Et donc j'ai isolé une bande du domaine expérimental où, d'après le modèle, bien, la viscosité respecte les exigences des experts. Alors si je sais le faire pour la viscosité, je sais le faire pour l'autre réponse à analyser. Vous voyez qu'on retrouve ici en vert ce que les auteurs avaient assuré en gris ou grisé dans leur sur leur papier millimétré. J'ai utilisé les courbes iso-réponses pour isoler dans le domaine expérimental une zone où, d'après l'équation du modèle, je respecte une valeur de contrainte. Donc voilà quel est le principe des courbes iso-réponses, et vous sentez bien derrière, de façon sous-jacente, arriver l'optimisation. L'optimisation, ça va être quoi? Ça va être la superposition des deux diagrammes, mais pour ça, il faut encore un petit peu de patience. Nous verrons ça à la séquence 10. Juste avant, pour terminer l'analyse graphique, je vais vous montrer un autre type de représentation qui est très utile, en particulier lorsqu'on a un quatrième, un cinquième, un sixième ou plus de constituants. Pourquoi? Parce que dès que vous allez avoir 4, 5 constituants ou plus, vous ne pourrez plus
faire ce genre de représentation sans fixer à une valeur particulière les proportions des autres constituants. Dans un plan, vous ne pourrez matérialiser des domaines de variation que de 3 constituants. Donc attention, ce genre de courbe isoréponse est utilisé, est très pratique, c'est des superbes outils de communication et de restitution d'informations, surtout quand vous avez 3 constituants. Au-delà, il faut utiliser d'autres techniques, et c'est l'occasion ici de revenir sur une technique que l'on présente régulièrement dans les études de cas, tant elle est répandue, qui consiste à dessiner non pas la surface de réponse ou les courbes isoréponses, mais la trace de la surface de réponse. Alors, qu'appelle-t-on la trace de la surface de réponse? Bien, c'est la variation de la réponse restituée par le modèle le long d'axes. Et un axe est défini par quoi? Il est défini par une droite de l'espace qui passe par un mélange de références que l'on note méthodologiquement S pour standard et qui rejoint un sommet du domaine. Donc vous voyez, l'axe rouge, c'est l'axe du constituant 1, l'axe bleu, c'est l'axe du constituant 2 et l'axe vert. Et donc on va dessiner la variation de la réponse en fonction de l'équation du modèle ou à partir de l'équation du modèle le long de chacun de ces axes. Voilà. Alors pour ça, il faudrait connaître l'équation de l'axe, c'est ce qu'on va préciser ici. On va découper finement l'axe, un peu comme je viens de découper finement avec 5151 points le diagramme ternaire. Ici, je vais découper l'axe avec 21 points, et pour chacun des points rouges, je m'en vais calculer la valeur de la réponse que je reporterai sur un graphique. Comment connaître les coordonnées des points rouges? Eh bien, en utilisant la formule générique que vous voyez ici, que vous avez retrouvée ou que vous retrouverez dans d'autres études de cas, qui consiste à dire que si on s'éloigne suivant l'axe petit i d'une quantité delta d'un mélange de références, dont la proportion est S indice i, alors il faut corriger pour rester sur cet axe et dans le plan de la figure, la proportion des constituants J de la quantité delta SJ divisé par 1 moins SI. Cette formule sera démontrée dans d'autres études de cas. Pour chacun des points, maintenant dont on connaît les coordonnées, on active l'équation du modèle et qu'il ne restera plus qu'à dessiner. Alors pour vous montrer un petit peu comment cela fonctionne, imaginez que de ce mélange de références, donc vous voyez les proportions 0,2, 0,2, 0,6, vous augmentiez de 40% la quantité du constituant 1. Si on augmente de 40% la quantité, la proportion du constituant 1, on va donc atteindre 60%. Et par voie de conséquence, il va falloir diminuer la proportion des autres constituants. Si on augmente de 40%, il va falloir répartir la diminution de 40% sur les deux autres constituants. Et donc, on voit que pour rester le long de l'axe, ceci conduit à une diminution de 10% de la proportion du constituant 2 avec le développement de la formule et une diminution de 30% du constituant 3 avec les détails de calcul sur la formule. Donc voilà comment on utilise cette formule qui sera démontrée dans une étude de cas peut-être un peu moins volumineuse que celle-là. Une fois que l'on a maillé les axes, c'est plus mailler le domaine, on a maillé l'axe, et bien on dessine la variation de la réponse le long de l'axe. Et vous voyez ici, par rapport au mélange de références qui est le centre du domaine, dans l'espace là des pseudo-constituants, on se situe au centre, un tiers, un tiers, un tiers, eh bien on voit la variation de la viscosité lorsque on se déplace suivant l'axe du constituant O en rouge, l'urée en bleu, et dont on se rappelle que l'urée, lorsque nous avions que de l'urée, la viscosité montait à 1600 centipoises, et elle montait très brutalement dans le dernier bout du domaine. C'est ce qu'on voit restitué ici. Et pareil pour l'alcool. Donc voilà comment est restituée la trace. Alors, ça va être l'occasion de la restituer différemment. Rappelez-vous que le modèle de degré 4 était peut-être un peu compliqué à représenter et qu'en utilisant une transformation de Box-Cox appropriée, ici en choisissant 1 sur Y, 1 sur la viscosité, nous avions une qualité descriptive et prédictive tout à fait acceptable, ce qui simplifie un petit peu le tracé et du moins sa lisibilité, et qui restitue toujours cette variation brutale au voisinage du constituant pur urée. Alors
Alors, il y avait deux transformations qui étaient à peu près équivalentes. Je vous laisse juge d'apprécier leur proximité ou leur subtile différence. C'était la transformation en 1 sur racine carrée, qui nous donne un profil tout à fait acceptable. Alors, quand vous êtes confronté à des mélanges ternaires, n'hésitez pas à associer l'analyse de la trace à ce qui se passe dans le domaine expérimental. Donc ici, j'ai retenu un des deux derniers dessins de trace, et je m'en vais me dire si effectivement le modèle est une bonne description. Lorsque vous vous promenez suivant l'axe 1, en passant par le centre du domaine, eh bien, vous voyez qu'on a une variation tranquille entre 200, 257 et 362. Lorsqu'on se promène, lorsqu'on se déplace, pour être plus juste, suivant l'axe qui rejoint le sommet axe alcool, on diminue. On diminue d'un peu plus de 700 à un peu moins de 100. Et puis, lorsque on lit les variations de la réponse suivant l'axe du constituant 2, à savoir l'urée, eh bien, on augmente avec une brusque variation quand on passe dans le dernier quart tout à fait en bas à droite du domaine expérimental. Donc, chaque fois que vous pouvez, revenez aux données initiales et mettez-les côte à côte par rapport au modèle pour voir si effectivement le modèle restitue bien ce que vous aviez eu l'impression de voir. Alors, il nous reste maintenant à analyser la trace de la surface de réponse pour la deuxième réponse, clear point, celle pour laquelle finalement les variations de la réponse étaient telles qu'il n'était pas facile de choisir autre chose que le modèle de degré 4. Aucune des transformations n'avait amélioré la maigre qualité prédictive du modèle de degré 3. Donc voilà comment on restitue l'information. Et vous voyez d'ailleurs qu'un modèle de degré 4, c'est pas aussi simple à analyser qu'un modèle de degré 2. Vous voyez que la trace, certes, elle restitue bien les variations si vous regardez, mais elle va être un peu plus complexe à interpréter. C'est pour ça qu'on aime souvent se limiter et utiliser des modèles de degré 2, et pour ça on va voir que la réduction du domaine expérimental est souvent une nécessité pour pouvoir apprécier des variations monotones de la réponse dans un petit domaine. Donc voilà la restitution de la trace de la surface de réponse, et voilà deux approches dans cette séquence d'analyse graphique des résultats. D'une part, au travers des courbes isoréponses, lorsqu'on est en présence de trois constituants, avec la possibilité d'isoler une partie du domaine qui satisfait les exigences des expérimentateurs, et puis quand on n'a plus de trois constituants, une méthode alternative ou complémentaire quand on a trois constituants, qui est celle de la trace de la surface de réponse que vous rencontrerez très couramment dans les exemples de plans de mélange. Alors maintenant que nous avons dessiné l'équation du modèle, eh bien on va l'utiliser dans la dernière partie pour trouver un optimum multicritère et peut-être proposer des pistes d'amélioration si tant est qu'on refasse cette étude. Voilà, merci de votre attention et puis rendez-vous tout de suite pour la 10e et dernière séquence de cette présentation.